Donc ici, autre exemple qui est encore plus sidérant, c'est à droite, c'est l'open source écologie. C'est un fermier aux États-Unis, polonais d'origine, qui n'avait pas les moyens de s'acheter un tracteur et toutes les machines. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a commencé à les fabriquer, les bricoler, puis de fil en aiguille, il s'est pris au jeu, et il a mis toutes ses recettes en ligne. Ce qui fait qu'aujourd'hui, n'importe qui peut se fabriquer son tracteur ou ses différents appareils, je ne connais pas les termes, pour tout ce qui fonctionne à la ferme, et puis même le four à pain. Il a mis les recettes en ligne, et on peut faire ça avec des pièces détachées. Idem, ici, il y a eu un petit défi qui a été lancé sur une voiture. Le truc en haut à gauche, c'est une voiture qui a été reconstruite ex nihilo, pareil, en prenant des pièces détachées, en faisant du brick et du broc, et les recettes sont en ligne. Donc là, on est dans un phénomène d'open source, où le partage des ressources, enfin des codes sources, permet de fabriquer des objets. Et alors maintenant, l'étape dans laquelle on est rentré aujourd'hui, en tout cas moi c'est là-dessus que je suis en train de travailler, avec peut-être un appel d'offres au niveau du MEDAD, auquel on va essayer de répondre avec les partenaires. Donc dans mes sites, ça fait une dizaine de labos, de gens qui sont dans la société civile et qui participent de cet esprit d'open source. Vous avez ici en fait ce qu'on appelle les Fab Labs, je ne sais pas si vous connaissez. Et donc il y a les Fab Labs, il y a les Hack Labs. Ce sont en gros des endroits dans lesquels, très souvent dans les campus d'université, au départ c'était au MIT, il y a des gens qui ont dit après tout, pourquoi est-ce qu'on est obligé de passer par les séries avec le côté boîte noire, les industriels, les distributions, les frais de commercialisation, etc. Pourquoi si on a un savoir-faire ne pas le partager? Et ils ont commencé comme ça à travailler de manière systématique, à écrire toutes les recettes possibles des objets qui peuplent notre quotidien. Et donc vous avez des exemples ici que j'ai mis en France, il y a plusieurs endroits. Moi je travaille notamment avec ceux du Nord-Pas-de-Calais à Lille, avec la fusée, mais également à Saint-Étienne avec les mines de Saint-Étienne et la Cité du Design, et je pense que tu les connais sûrement, et le garage et la rotonde. Donc on travaille avec des imprimantes 3D, on commence à fabriquer des pièces détachées, etc. Et donc il y a un projet avec l'école qui est à Sophia Antipolis, à côté d'ici, donc c'est la Schema, pour faire la même chose en travaillant sur le territoire ici. Voilà, donc moi ce qui m'intéresse là-dedans pour vraiment venir au fait, je passe là-dessus, non c'est bon. C'est l'idée suivante, c'est que si on regarde maintenant cette idée de laboratoire, d'une certaine manière, ça va être vraiment le mot de la fin pour moi, c'est de dire, vous voyez bien le phénomène technologique qu'il y a eu à la Silicon Valley. Les gens adoraient financer ce genre d'objets parce que ça fait techno, etc. Donc il y avait de l'argent ici de ce côté, du côté des entreprises, et souvent de l'équivalent des chambres de commerce. Ensuite, vous aviez de l'autre côté, on va dire les cultureux, les théâtreux dans leur théâtre quelque part. Ensuite, vous auriez quelque part donc les startups d'un côté, les théâtreux et les culturels de l'autre, les maisons populaires dans les quartiers, mais souvent considérées comme pas high-tech et qui font très peur au CCI. On ne verrait pas des gens de start-up s'installer dans une maison populaire, etc., etc. Donc on voyait bien plein de petits morceaux un peu partout. Nous, le but de ce qu'on veut faire maintenant, c'est de mettre le libre et durable au même endroit. En partant de ce qui a été dit tout à l'heure, le tout premier point, c'est que le numérique marche bien quand il s'appuie sur la proximité. Et donc pour nous, l'objectif, c'est de partir des relais citoyens qu'il y a dans les villes, de partir des acteurs qui sont déjà là, qui ont la confiance en fait, la confiance des habitants, pour ensuite les équiper, les outiller, pour augmenter la partie libre. Donc soit sous forme d'outils informatiques et évidemment de logiciels accompagnants, mais également et surtout dans le savoir-faire des recettes qu'il faut mettre en ligne. Et donc là, c'est tout un dispositif dans lequel on est en train de mettre ensemble des chercheurs, des étudiants, toute une série de personnes qui peuvent regarder ce qui se fait et donner à voir. C'est toute l'idée, je pense, de quelque part la télévision que vous faites avec votre travail d'interactivité, il donne envie d'y aller. Après, l'étape suivante, c'est de commencer à quand même le quantifier, l'évaluer et passer à la phase où les gens peuvent reprendre la recette. Et donc comme nous on l'a déjà fait un petit peu sur des choses comme l'empreinte écologique, sur BZ et une dizaine d'autres cas, le but pour moi ça serait maintenant d'installer ce genre de choses dans les quartiers en proximité, augmenter la partie libre quand elle n'y est pas, outils et codification, donc les codes sources, et puis quand c'est l'inverse, quand vous avez des gens qui sont déjà très impliqués dans la partie libre, leur donner un petit peu de durable, justement avec cette question d'empreinte écologique, de mode de vie, de monnaie complémentaire. Je ne sais pas si vous connaissez ça, mais c'est aussi un moyen extrêmement efficace de faire avancer les idées. Je ne sais pas s'il y en a par ici, mais en tout cas, c'est un sujet sur lequel nous, on travaille beaucoup. Donc j'avais noté comme autres idées qui pourraient peut-être vous intéresser, c'est les principes d'école mutuelle. Vous en avez parlé tous indirectement. Je ne sais pas si vous connaissez ce principe qui date du 19e siècle, où il y avait un prof pour 1000 étudiants, enfin 1000 élèves à l'époque. Et ce qu'ils ont fait, c'est que le prof donnait cours à 30 élèves, et les 30 élèves devaient donner cours à 30, et ainsi de suite. Et en fait, pour avoir son diplôme, le premier devait avoir donné cours à 3 personnes en rafale, comme ça. Et donc, par la puissance exponentielle, avec un prof, vous formiez 1000 personnes. Et c'est des choses très simples qui se font actuellement en Amérique latine, dans d'autres pays. Et donc, nous, sur ce projet, on travaille aussi à ça en disant, n'importe qui peut devenir prof une fois qu'il l'a fait. Et donc, quand vous avez des usagers qui poussent la porte, qui rentrent chez vous, c'est déjà en puissance un code source, c'est déjà quelqu'un qui peut passer par rapport au lien faible, le 1% de pionnier,
vous pouvez le faire entrer dans les 15% de early adopters. C'est pour ça que j'avais mis cette courbe ici pour terminer, qui celle-là est vraiment une courbe qu'on utilise beaucoup dans l'analyse du changement, où en gros on a au début toujours 1 à 2%, voire 2,5% de ce qu'on appelle les innovateurs, moi j'appelle ça les transgresseurs. Les transgresseurs sont ceux qui osent tester des trucs bizarres. Ensuite, vous avez 13,5% de early adopters qui vont suivre. Et c'est cela, moi, l'enjeu de l'école mutuelle. C'est ces gens qui vont pousser la porte. C'est souvent le chef de communauté ou une femme un peu plus senior qui y va. Et elle va montrer ça à ses copines après. Et donc, à chaque fois, c'est comment trouver ces premiers points d'entrée dans la communauté. Et du coup, pour résumer ce que j'essaie de dire dans cette histoire d'incubateur de proximité, c'est à la fois d'avoir les animateurs formés à ce genre d'exercice, les outils, l'envie de codifier. Ensuite, d'identifier les gens dans la population qui peuvent jouer ce rôle de early adopters. Et c'est se concentrer sur ces gens-là. Et là, c'est vrai que l'histoire de la monnaie complémentaire peut beaucoup aider, parce que du coup, les premiers qui tentent se retrouvent avec une sorte de monnaie qu'ils peuvent donner aux autres. Mais ça, je peux vous en parler avec ce qu'on a fait au Brésil et dans les pays d'Amérique latine. Voilà, donc vraiment en vrac, hein, j'espère que c'est pas trop hors sol. En tout cas, je prends les questions. Non, c'est pas trop hors sol, mais ça mériterait évidemment qu'on puisse un peu rebondir. Mais là, on est pris par le temps, donc j'espère qu'on profitera des autres moments de la journée pour pouvoir te réinterroger par rapport à ce que... Après, je trouve que ça ouvre le champ des possibles, mais reste un peu à raccrocher notre pratique quotidienne à tout ce que tu as présenté. Et maintenant, il nous reste un petit peu de temps pour laisser la parole à Jésabelle Roulet et Natacha Crimier pour la présentation de l'optique. C'est bien ça ? C'est maintenant. Merci en tout cas. Comment ? Si. On s'accorde un petit peu de retard par rapport au repas. Oui, on peut, Antoine ? Alors oui, quelques questions. Renaud ? Non, moi j'avais une question que j'ai retrouvée dans ces histoires de consommation collaborative, mais aussi de do it yourself, ces logiques d'appliquer au libre, enfin ce qui était au logiciel, aux objets. Et bon, à la fin, c'est vrai qu'on s'y intéresse un petit peu. Il y a une question qui nous taraude, alors à mon avis c'est un peu trop tôt pour la poser, mais quand même je profite que vous soyez là. C'est un peu cette question de pérennité et de savoir si ça va vraiment infuser l'ensemble de la société, ou est-ce que ça va pas rester quand même entre les mains de gens qui savent un petit peu faire, de bidouilleurs, voilà. Est-ce que ça va pas créer de nouvelles fractures ? Enfin, j'aime pas ce mot, mais je pense que personne ici l'aime, mais bon, c'est pas grave, au moins il parle. Est-ce que vous avez une petite idée quand même du devenir de ces mouvements ? Est-ce que ça va vraiment infuser ? Est-ce que ça va... ou est-ce que ça va être l'émergence de mondes qui vont cohabiter entre les débrouillards, et puis les industriels vont rester, puis il y a toujours ces utopies, on va tout péter, l'industrie va mourir, et puis on fera tout, on sera dans le monde des bisounours. Enfin, moi j'aime bien cette idée, mais voilà, est-ce que si vous avez une petite idée quand même là-dessus, je pense que c'est important. Alors évidemment, moi j'ai pas la boule de cristal, mais voilà plusieurs observations qui me semblent montrer le sens vers lequel on va. En fait, quand on regarde au départ les idées d'open source et puis comment ça a pu diffuser, donc on l'a vu sur le Web 2, donc sur la question du transfert à la vie quotidienne et est-ce que ça va pas faire une fracture, on constate quand même que par exemple dans le domaine notamment de l'agriculture, tout ce qui est en gros les choses qui étaient les plus faciles finalement à hacker, si je puis dire, enfin je prends hacking au sens positif du terme, au sens bidouiller, maîtriser. Vous voyez que très vite les histoires de boucles locales, d'AMAP, etc., de semences paysannes ont quand même bien fonctionné. Et donc aujourd'hui c'est une tendance de fond qui est installée. Aujourd'hui il y a une demande énorme aux États-Unis et peut-être en France c'est peut-être un peu moins le cas, mais là-bas par exemple la demande pour des espaces de jardin ouvrier a été multipliée par 2 en l'espace de même pas une demi-année. Et donc simplement il se passe un phénomène, c'est que les gens d'une part en ont marre de manger du n'importe quoi sans savoir ce qu'il y a derrière. Ensuite il y a une question d'argent, parce que ça coûte quand même cher d'acheter toujours des produits manufacturés, etc. Et puis en troisième lieu, maintenant que les recettes fonctionnent et qu'on a vu que les gens l'ont fait, les gens sont de plus en plus nombreux à commencer à le tester. Donc là où on était en 87 avec Philippe Desbrosses, on était complètement anecdotique, dans le bio il n'y avait personne, et dans les boucles locales, aujourd'hui on voit que ces expérimentations ont dépassé le cap des 5%. Idem avec Firefox qui lui fait 85% de marché. Enfin bon. Donc je dirais que déjà il y a une tendance, c'est l'évolution je dirais générale qu'on observe dans ces produits-là. Après, maintenant sur le bien matériel, ça va être éventuellement plus compliqué, mais il y a une contrainte qui va nous tomber dessus très simplement, c'est la raréfaction des matières premières.
Aujourd'hui, on a déjà des tas de tensions sur des métaux rares ou autres. Ce qui rentre dans un portable ou dans un téléphone, par exemple un ordinateur, c'est 400 fois son poids en termes de matière. Il y a plein de choses qu'on va plus pouvoir se permettre. Simplement, ça va coûter trop cher, puis il n'y aura pas assez de matériaux. Et donc, de toute façon, pour des raisons purement de tension sur les marchés, plus l'entrée de la Chine et de l'Inde sur ces matières premières, on ne va pas pouvoir continuer comme ça.